Souleymane Niang. C'est l'un des effets collatéraux du coronavirus. Des populations s'opposent dans certaines localités à l'inhumation des morts de la pandémie dans leur localité. Elles en arrivent même à faire usage de la violence pour dicter leurs lois. Et pourtant, un mort de la Covid-19 bien désinfecté ne constitue aucunement un danger. Cher Tidiane Diagne. Les populations de Malika se sont opposées à l'enterrement d'une personne inconnue morte de coronavirus. Le défunt, qui n'est pas originaire de la localité, a été retourné à l'hôpital principal de Dakar. La vidéo partagée sur les réseaux sociaux est devenue virale. Le même scénario s'est déroulé au cimetière de Diamaguène Sicap Mbao, où des populations qui refusaient l'inhumation d'une personne décédée du coronavirus ont saccagé des ambulances. Des agents de la Croix-Rouge qui voulaient se charger de l'inhumation ont même été attaqués. Dr Aloïs Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé, s'en offusque. Il faut que les gens reviennent à la raison. Je ne peux pas comprendre que l'on ait fait beaucoup de bruit pour demander à ce que l'on rapatrie les corps des Sénégalais décédés à l'extérieur du Covid-19, que cela soit fait, que l'État ait accepté et que tout le monde ait applaudi et salué cette mesure. Maintenant, qu'un Sénégalais vivant au Sénégal perde la vie par le Covid-19 et que des gens puissent s'opposer à ce qu'il soit enterré dans son quartier. Ça, c'est pas compréhensible. En plus, comment l'on peut expliquer que l'on puisse saccager des voitures, des sapeurs-pompiers et blesser le personnel médical? Il faudrait que les gens reviennent à la raison. Il est plus que jamais nécessaire de changer d'approche, selon Seydina Alun Boli, chef des opérations de riposte à Ebola en Guinée, pour le compte de la Croix-Rouge internationale de 2014 à 2016. Ces enterrements sont faits de manière digne et sécurisée. Il y a la Croix-Rouge qui est spécialisée là-dedans. Moi, par exemple, en Guinée, j'avais 112 équipes d'enterrement dignes et sécurisées qui opéraient dans les 33 sous-préfectures de la Guinée pour enterrer les corps Ebola et de manière sécurisée. Il n'y a aucun danger. Les corps sont mis dans des sacs mortuaires après un traitement au chlore, fait aussi de manière très, très professionnelle par des gens qui, justement, pulvérisent le corps jusqu'à être sûr qu'il n'est pas du tout contagieux en aucune manière. Le socio-anthropologue Cheikh Ibrahima Niang explique le comportement déviant de ces populations. Quand il y a des malentendus, vous avez des réactions de rejet, des réactions de rébellion qui sont prises et portées par les jeunes. Donc c'est la raison pour laquelle tous ces débats-là, qui sont des débats de société et des débats autour de Corona qui sont extrêmement pertinents, ce sont ces débats-là qu'il est urgent de porter au niveau des communautés pour qu'on évite certaines attitudes cavalières qui consistent à imposer des solutions qui sont certes intéressantes, qui sont bonnes du point de vue scientifique, mais des solutions qui quand même, dès l'instant qu'elles sont accompagnées de l'usage du fait accompli, dérangent une partie de la population. Depuis l'introduction de la pandémie chez nous en mars dernier, près de 40 morts sont dénombrés. Tous ont été enterrés selon le protocole édicté dans de telles circonstances. Mais de plus en plus, certaines populations s'interposent à l'enterrement de corps de Covid-19 dans leur localité, craignant certainement la propagation du virus dans leur contrée. Je vous propose d'entendre maintenant un avis d'expert sur la question, celui de Mamadou Diop, un officier d'état civil à la retraite qui a longtemps servi au centre principal d'état civil de Grand Dakar. Il est consultant maintenant. Selon lui, peu importe les causes de la mort, les corps doivent être traités avec la même dignité. Il a été joint tout à l'heure par Cheikh Tidiane Diagne. Pour les décès du Covid-19, une particularité vraiment je ne connais pas. Pour enterrer dans les cimetières de Dakar, il faut obligatoirement un permis d'inhumer. Et le permis d'inhumer se délivre à l'état civil, au centre qui a eu à enregistrer l'acte de décès. Donc c'est à la famille de voir dans quel cimetière de Dakar ils comptent enterrer leurs morts. Et ça se justifie toujours. Le cimetière qui doit accueillir le décédé est toujours mentionné sur le permis d'inhumer. Soit au cimetière de Yoff, en Bel-Air, ou bien Saint-Lazare. Au sujet de la personne décédée de Covid-19 et dont l'enterrement hier a donné lieu à des manifestations. Sa famille va donner une conférence de presse tout à l'heure. On attend également de savoir si une suite judiciaire sera donnée à cette affaire. Venons-en maintenant aux chiffres du jour de la pandémie de Covid-19 au Sénégal avec le docteur Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé, qui a fait le briefing ce matin. Sur 991 tests réalisés, 95 sont revenus positifs
soit un taux de positivité de 9,58%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 86 contacts suivis par nos services, 9 cas issus de la transmission communautaire répartis entre zone de captage 1, Castor 1, Benetali 1, Gibraltar 1, Golfe Sud 1 et Touba 4. 100 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 19 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 3348 cas ont été déclarés positifs, dont 1686 guéris, 39 décédés et donc 1622 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Vous l'avez noté, il ne se passe presque pas un jour sans qu'il n'y ait de cas communautaires à Touba. Dakar également a toujours des cas communautaires, mais nous nous arrêtons sur le cas de Touba pour nous expliquer ces cas communautaires qui se multiplient au fil des jours dans la cité religieuse. Je vous propose d'entendre cette correspondance de Mohamed Diop. Touba renoue avec les cas issus de la transmission dite communautaire. 4 hier et 4 dans le bilan d'aujourd'hui alors que la ville était restée plusieurs jours sans ce type de cas. Un acteur de la riposte contre le coronavirus dédramatise pourtant cette situation. À l'en croire, il n'y a pas à s'alarmer parce que sur une population de plus d'1 million d'habitants à Touba, on aurait même pu avoir plus de cas. Pour justifier la réussite de la lutte contre la pandémie dans la cité religieuse. Cependant, ce que regrette notre interlocuteur, c'est le relâchement noté dans l'application des gestes barrières par les populations. Dans la rue, on rencontre de moins en moins de monde avec le masque sur le visage. Et dans la cité religieuse de Touba également, après près de 3 mois de présence, il y a toujours ceux qui continuent de remettre en cause l'existence même de la maladie. D'ailleurs, dans la riposte contre le coronavirus, le volet sensibilisation est très privilégié. Dans les zones reculées, il y a même une intensification de cette campagne. Elle est cumulée dans la cité religieuse à une distribution de gel et de masques en faveur des populations. Mohamed Diop, Touba, RFM. Parlons maintenant de la compilation des données dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, des erreurs constatées au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, erreurs relevées et corrigées parfois par les districts sanitaires ou les régions médicales. S'agit-il d'erreurs dans les remontées des informations ou cela cache-t-il autre chose? Mohamed Ali Mouba. Les écarts entre les données publiées quotidiennement par le ministère de la Santé et de l'Action sociale et celles compilées au niveau des districts sanitaires et des régions médicales. Dernier exemple, le cas emblématique de Ziguinchor où un homme âgé de 73 ans déclaré cas communautaire n'est pas comptabilisé par les services de Diouf Sarr, ni le jour de la déclaration mardi, ni mercredi, encore moins aujourd'hui. Il y a quelques semaines, le médecin-chef de Thiès avait dû corriger le bilan du jour du ministère. Simple méprise dans la compilation ou autre chose. Dr Ousmane Gueye du Service national d'éducation et d'information pour la santé. Parfois, il peut y avoir des discordances, mais je pense que si sur 80 et quelques communiqués, si on a une fois ou 2 fois des discordances de chiffres, c'est vrai, ça peut poser problème, mais je crois que quand même c'est acceptable. Mais pour la remontée des données, il y a une procédure qui a été écrite, validée et qui est suivie. Et l'Institut Pasteur, et de même que l'Institut de professeur Mbouk, s'ils ont les résultats, ils transmettent ça directement au centre des opérations d'urgence et à la direction de la prévention. Ils font le traitement et maintenant, ils font la compilation et envoient ça chez l'autorité. Dr Ousmane Gueye invite à ne pas aller plus loin dans l'interprétation. Diouf Sarr et ses services sont toujours dans la transparence. Parce qu'on ne peut pas cacher aux Sénégalais ce qui se passe. Aujourd'hui, avec le développement vraiment des réseaux, que ce soit des réseaux sociaux ou bien les réseaux médiatiques, quand même, je pense que ça sera hasardeux de notre part d'essayer de cacher quoi que ce soit. En tous les cas, cela commence à faire beaucoup. Reste à savoir si le ministère est encore dans le seuil de tolérance et ses impacts dans la communication globale de la task force de riposte au Covid-19. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps.
Coronavirus toujours, la riposte au Covid-19 à Dakar. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale engage la bataille de la capitale. Les 72 heures de Dakar lancées ce matin à Yoff en attendant l'arrivée des autres localités ou en attendant d'arriver dans les autres localités. Sensibilisation, travail de proximité pour encourager les gestes barrières. Nous écoutons à ce sujet le docteur Ousmane Gueye du service national d'éducation et d'information pour la santé avec Mohamed Ali Mouba. C'est 72 heures de Dakar et nous commençons par la commune de Yoff qui aujourd'hui, vous le savez, par coïncidence habite le ministre de la Santé et de l'Action sociale, mais regorge énormément de cas positifs. Ce qui fait que nous allons commencer aujourd'hui Yoff en faisant une caravane et des sensibilisations de proximité, des visites à domicile sécurisées. Je dis bien sécurisées parce que nos agents seront munis de masques et de gel, mais également les populations visitées bénéficieront également de masques et de gel. Et avec une explication des gestes barrières, pourquoi ces gestes barrières et comment faire pour s'approprier de ces gestes barrières. L'après-midi, nous serons à Kermassar avec le préfet de Pikine parce que chaque préfet également des départements a choisi un jour bien déterminé. Donc demain dans l'après-midi, nous serons avec le préfet de Rufisque et samedi, nous serons avec le préfet de Guédiawaye à Guédiawaye. Donc c'est vraiment cette stratégie aujourd'hui que nous sommes en train de dérouler et on ne va pas se limiter à ces 72 heures. Ces 72 heures, c'est un lancement fort, mais on va continuer cette stratégie vraiment pour enrôler tout le monde et mettre tout le monde vraiment dans cette bataille que nous pensons remporter à Dakar parce que le ministre l'a dit et il a parfaitement raison. Si nous remportons Dakar, nous remportons la bataille dans tout le Sénégal. Et puis la mairie de Dakar se dit prête à mettre à la disposition du ministère de la Santé le centre d'hémodialyse de Liberté 6 ainsi que les centres socio-culturels de la ville pour accueillir des malades du Covid-19 en cas de besoin. Selon le directeur de l'action sociale et de la santé de la mairie de Dakar, ce centre peut accueillir 150 patients. Babacar Abambaye était l'invité de RFM Matin. Nous avons très tôt anticipé le fait que Dakar allait devenir l'épicentre de l'épidémie. C'est pour ça que dès que cette crise est survenue, nous avons fermé nos centres socio-culturels, nous avons désinfecté et nous avons réouvert notre centre de santé Liberté 6 qui a été totalement réfectionné pour permettre à l'État d'avoir un centre à disposition au cas où cette crise peut aller exposer à Dakar, le centre de Liberté 6. Et vous savez, ce centre-là est positionné entre des quartiers comme Sicap, comme Grand Yoff et tout. Et l'hôpital Idriss Pouye ne serait pas en mesure, l'hôpital de Grand, d'accueillir cette population-là. Je pense que c'est pour ça que nous avons anticipé. Nos centres socio-culturels sont positionnés au cœur des populations. C'est pour ça que nous avons désinfecté et mis à disposition au cas où il y aurait eu besoin. Et ce besoin-là est en train de se faire sentir puisque les hôtels sont arrivés à saturation, les autres lieux d'hébergement sont arrivés à saturation et nous sommes à disposition pour aider l'État en mettant ces centres à disposition. Quelle est la capacité d'accueil de ce centre d'hémodialyse de Liberté 6 ? Quand on a fait la visite la dernière fois avec la région médicale et le préfet de Dakar, on était une estimation entre 100 et 200 malades en fonction de la configuration du lieu. Maintenant, c'est à eux nous allons réceptionner le centre mardi, c'est à eux de venir visiter et de nous dire combien de malades ça peut accueillir. Le centre culturel, il y en a à peu près 19 à Dakar, donc 3 qui ont déjà accueilli les enfants qui ont été retirés de la rue en attente de retourner dans leur domicile. Donc ces trois-là, il y a la Croix-Rouge et nos volontaires qui sont déjà positionnés. Les autres sont fermés et désinfectés. Donc cela dépend de l'État et la ville de Dakar se tient à mettre les équipements nécessaires pour offrir beaucoup plus de commodité aux patients. Il est 12h16 en prélude à la reprise des cours prévus le 2 juin prochain. Les établissements scolaires de la commune de Diakhao ont été pulvérisés. La mairie, en rapport avec le service d'hygiène, a initié cette opération pour protéger au maximum les élèves et le corps enseignant. Le premier habitant de la région de Fatick, je vous le rappelle, qui avait été testé positif au coronavirus, était originaire de Diakhao. Fatick, Aminata Goudiaby. L'école élémentaire Bourengom a été la première à être visitée par les éléments du service d'hygiène. L'établissement a été nettoyé et désinfecté de fond en comble. La mairie de Diakhao a initié cette opération pour mettre les élèves et les enseignants dans les meilleures conditions d'hygiène. Pape Biram Touré est le maire de Diakhao. Nous avons 7 établissements scolaires dans la commune qui relèvent de notre compétence. Ils sont tous pulvérisés et au-delà, nous allons même pulvériser le lycée. La maladie, compte tenu de sa vitesse de propagation ou de contamination, c'est pour
pour ça, nous allons prendre en charge tous les établissements au niveau de Diakhao, les privés, les écoles, les établissements publics. Le premier cas de coronavirus de la région de Fatick a été enregistré à Diakhao. La vigilance a été donc redoublée dans cette commune. De jeunes volontaires ont été même formés pour sensibiliser et accompagner les élèves qui retournent à l'école le 12 juin prochain. Nous avons constitué une brigade constituée de jeunes, des ASC, qui sont mobilisés pour apporter aussi leur contribution à cette lutte, en se mobilisant pour être au service des établissements scolaires pendant toute la journée des cours, en essayant d'encadrer les élèves pendant les récréations, l'entrée dans l'établissement en respectant les mesures d'hygiène. En prélude à cette reprise des cours, la moitié des écoles de la région de Fatick a été déjà pulvérisée, selon le chef de la brigade régionale de l'hygiène de Fatick, Elhadji Niass. Avec l'ouverture des classes, avec l'appui aussi des maires, nous sommes en train de pulvériser les écoles qui se trouvent au niveau de la région. Il y a à peu près 800 écoles qu'on doit désinfecter. Nous sommes en train de les mettre en œuvre actuellement. Aujourd'hui, nous sommes à Diakhao pour cibler les écoles de la commune de Diakhao. À Diakhao, outre les écoles, tous les lieux publics de la commune sont désinfectés de façon régulière depuis l'apparition du cas positif de coronavirus dans cette commune du département de Fatick. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Dans le privé, les responsables d'école sont toujours dans l'expectative à quelques jours de la reprise des cours pour les classes d'examen. Une reprise prévue, je vous le rappelle, le 2 juin. Ils attendent ces privés leur part des fonds force Covid-19 annoncés par l'État. En outre, il n'y a aucune disposition prise pour le respect des mesures d'hygiène dans les établissements privés. Koumba Sandiane Faye. Les élèves en classe d'examen regagnent les classes à la date du 2 juin. Si tout est fin prêt dans des écoles et établissements publics, ceci est loin d'être le cas dans certaines écoles privées. Elhadji Diaw est le directeur de l'école franco-arabe Thierno Oulda de Yeumbeul. Aucun matériel, que ce soit des masques, que ce soit des lave-mains, que ce soit des thermoflash, aucun matériel nous a été donné. Par ailleurs, vice-président de la convention des écoles privées du département de Pikine, selon M. Diaw, ces écoles privées semblent être les oubliées. Parmi les 4000 écoles privées qui existent au Sénégal, il y a 483 écoles qui sont reconnues. Ce sont tout simplement ces 483 écoles qui auront peut-être la chance de bénéficier de ces fonds. Mais toutes les autres écoles sont laissées en rade. Pourtant, les écoles privées font face à de lourdes charges. Un autre Elhadji Babacar Ba est membre du bureau de l'Union nationale des écoles privées laïques du Sénégal. Ils vont du paiement en priorité des salaires des personnels. Plusieurs écoles, le paiement des loyers, sans compter les charges de fonctionnement. Pour les parents d'élèves, certains disent qu'ils ne peuvent pas payer la scolarité tout simplement parce qu'ils n'ont pas étudié. Un propos qui conforte Elhadji Diaw. De payer les enseignants, les vacataires et aussi le personnel administratif et le personnel subalterne. Il y a aussi nos bailleurs qui vraiment nous menacent, faute donc de ne pas honorer les charges locatives. Ces responsables d'école ne demandent qu'une chose, être édifiés sur leur sort. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Je vous l'annonçais dans les titres, voici à présent notre reportage découverte à la cité Mixta, un quartier résidentiel qui défraie régulièrement la chronique. La dernière affaire de mœurs implique des mineurs. Mixta refuse cette image de cité pourrie et les habitants l'ont dit à qui veut l'entendre. Aucun moyen n'est de trop pour non seulement sécuriser le quartier mais pour lui donner une belle image. Sur place, des agents de sécurité veillent et la police souvent intervient pour soutenir les actions des populations. Reportage Jo Marron. L'appel du camion de ramassage des ordures qui perturbe la quiétude de Mixta. La cité est pourtant calme ce matin et les habitants ne veulent aucunement de saleté, au sens propre comme au sens figuré. On nous taxe de cité pourrie, de cité du n'importe quoi, alors que c'est pas ça. La cité, la résidence Mixta, si vous voyez, peut-être que c'est l'esthétique qui pousse le jardin, le grand parc qu'on a, qui pousse les gens à venir ici, essayer de faire des anniversaires. Ils sont enchantés par le cadre, mais c'est pas une raison qu'ils prennent la cité comme une cité pourrie. Non, c'est des gens qui ont acheté leurs appartements pour y vivre et éduquer leurs enfants. Les sextapes qu'on lit à la cité Mixta, ça s'est pas passé ici. La cité Mixta, sa population, près de 5000 habitants.
Une femme à la tête, Aïda Goudiaby, Madame Guiro, parle de cité saine et qui n'acceptera jamais d'être salie. C'est-à-dire que les appartements sont tellement proches que ton voisin immédiat, tu le regardes, il y a des mouvements dans l'appartement, tu le regardes, tu n'as pas confiance, on nous signale. Les gens font des dénonciations et nous, on agit. Des comités de vigilance en place qui veillent au grain et les malfaiteurs sont avertis. L'AIBA dirige le comité des jeunes de la cité. Nous allons ouvrir l'appartement, vérifier qu'est-ce qui se passe dans l'appartement. Si nous trouvons des jeunes là-bas, nous allons les amener à la police et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous irons jusqu'au tribunal s'il le faut. Nous avons pris des décisions fermes. Il faut que le Sénégal le sache, la population sénégalaise le sache. Nous sommes catégoriques. Mixa est une cité saine. Mixa est une cité normale. Face à l'image dérangeante collée à Mixta, la déléguée du quartier, soutenue par les habitants, multiplie les actions de lutte pour la sécurité du quartier. Sur place, plusieurs agents de sécurité qui bénéficient souvent de l'intervention de la police des Parcelles Assainies. Et puis pour boucler cette page nationale, ce projet de loi d'orientation des transports terrestres un projet de loi d'orientation des transports terrestres a été adopté hier en Conseil des ministres. Ce texte va réguler le secteur des transports. L'innovation majeure est la création d'un comité national des transports terrestres. Il y aura un fonds de financement des transports. Écoutons le directeur des transports terrestres, Cheikh Omar Gaye, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous avons l'organisation de l'accès à la profession de transport, l'organisation de l'accès au marché de transport par les licences, donc l'octroi de licences et certaines autres politiques, et d'autres politiques qui permettent effectivement le rajeunissement du parc automobile, donc la fixation de l'âge d'importation de véhicules, la fixation de l'âge d'exploitation des véhicules de transport public, le système de financement et de gouvernance donc des besoins de financement dans le secteur des transports, et donc la mise en place d'un fonds de développement donc des transports terrestres qui va appuyer effectivement donc tout le secteur en matière de financement, surtout le renouvellement du parc. Donc toutes ces activités-là ont été vraiment visées donc dans la loi. Il y aura aussi un comité national donc des transports terrestres. Vraiment c'est la grande innovation et la grande en tout cas réforme dans ce domaine-là. Donc il y aura un comité national qui va se charger effectivement de veiller et d'appuyer conseil donc et d'orientation au niveau du secteur des transports routiers. Quand est-ce que ce comité national des transports terrestres sera mis en place? C'est pas encore parce que la loi vient juste d'être adoptée en Conseil des ministres. Ça va suivre le circuit législatif. Donc normalement ça part à l'Assemblée nationale, d'abord en commission technique, ensuite en plénière. Une fois que la loi est votée à l'Assemblée nationale, il y aura aussi le processus de promulgation de la loi. C'est en ce moment seulement que cette loi pourra être vraiment être de vigueur. En ce moment, c'est juste une adoption donc en Conseil des ministres. RFM. L'actualité internationale. 12h25, rebonjour Youssouf Godian. Bonjour Souleymane. La BAD approuve une enquête indépendante sur la gestion de son président. Le bureau du Conseil des gouverneurs donne ainsi suite à la requête des États-Unis. Le Nigérian Adesina Akinwumi, qui est donc accusé de mauvaise gestion. Il avait été blanchi par un conseil d'éthique du conseil d'administration. Quelles conséquences de cette crise sur l'image de la BAD? Amadou Sabarba, on va le suivre. Il a donné la parole à des spécialistes. Accusation contre accusation, des lanceurs d'alerte de la Banque africaine de développement et leur directeur Akinwumi Adesina s'accusent mutuellement par presse interposée, et c'est depuis janvier dernier. Mais que s'est-il passé réellement? Tentative de réponse avec Cheikh Thiam, journaliste économiste. C'est des lanceurs d'alerte qui ont donc alerté sur cette histoire qui a atterri sur la table du comité d'éthique, qui ont donc fait des recherches dans ce sens, valider ou non ces accusations. Et à la décharge du président de la BAD, ils ont conclu qu'il n'y avait pas d'argument, de document qui étayait ces accusations. Insatisfait des conclusions du comité d'éthique du conseil d'administration de la BAD, les États-Unis demandent l'ouverture d'une enquête approfondie sur ces allégations, mais avec un cabinet indépendant. Une mauvaise publicité pour l'institution, selon Cheikh Thiam. La BAD aurait pu se passer d'une si mauvaise publicité qui touche son président. C'est un coup dur. Les conséquences, c'est sur l'institution elle-même, parce que c'est l'image qui s'effrite, c'est l'image qui est craquelée, l'image de la BAD et l'image de son président. Raisonnons dans l'absolu. Si, par exemple, ces conclusions étaient à charge pour le président de la BAD, qui est
le seul candidat pour les prochaines élections. Si dans 1 mois ou 2 mois, ces conclusions lui sont hostiles et néfastes, c'est sûr que cela aboutira à une démission. Autre inquiétude du directeur de Financial Afrique, la dégradation de la note de la Banque africaine de développement. Si toutefois l'audit commandité par le pays de l'Oncle Sam confirme ces allégations des lanceurs d'alerte anonymes. Adam Ouad. La crainte derrière tout cela, c'est de voir la banque perdre sa note. La BAD est notée AAA. C'est une cote de crédit qui est rare en Afrique. Et si jamais on découvrait au-delà de ces allégations quelques problèmes de gestion et des problèmes par exemple de liquidité ou d'engagement, cela va brouiller l'image de l'institution et ça va pousser certains investisseurs à des réserves. En tout cas, les deux parties n'ont pas encore joué leur dernière carte pour édifier l'opinion sur cette affaire qui fait les choux gras des médias, surtout internationaux. Youssouf Bodian, allons maintenant en RDC, République démocratique du Congo, des suspicions autour de la mort d'un juge. Le président du tribunal de grande instance en charge du procès de Vital Kamerhe est décédé dans la nuit de mardi à mercredi. Le magistrat avait présidé la veille lundi la deuxième audience du procès du directeur de cabinet du chef de l'État et de ses co-accusés. Plusieurs interrogations pour le moment sans réponse. Nafissa Toussila. Il serait mort d'une crise cardiaque selon les affirmations de la police. Raphaël Yonyi est le président du tribunal chargé du procès sur l'affaire de corruption pour laquelle est incarcéré Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la RD Congo. La veille, le magistrat avait pourtant mené les débats du procès retransmis en direct à la télévision nationale. Sa mort subite fait craindre l'immixtion du politique dans le judiciaire. Pour plus de certitude sur sa mort, le député et président du parti mouvement lumumbiste progressiste Franck Djongo exige une autopsie avec les experts congolais, les experts des Nations Unies et des experts de la communauté internationale et défenseurs des droits de l'homme. Un autre député, Eliezer Ntamwe, veut que sa mort n'ait aucune incidence sur le déroulement du procès et exige son remplacement. La mort du juge Yonyi est un nouveau rebondissement dans ce dossier complexe qui éclabousse les premières années de la présidence de Félix Tshisekedi. Nafissatou Sila Souleymane Tito. Merci Youssouf Bodian. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. À présent encore aux news, l'actualité de la pandémie du Covid-19 avec Anna Rocha. La tragédie continue aux États-Unis. Le pays a dépassé depuis hier mercredi la barre des 100 000 décès liés au nouveau coronavirus. La situation est tout aussi dramatique en Amérique latine. Le Brésil, pays le plus touché dans la région, enregistre plus de 25 000 morts et 400 000 cas confirmés. Des chiffres officiels qui seraient bien en deçà de la réalité selon des scientifiques. En 24 heures, le Pérou, lui, a enregistré plus de 6 154 nouvelles contaminations, ce qui porte le bilan total d'infection à 135 905 dans ce pays. C'est plus que le total des cas d'infection recensés sur le continent africain jusqu'ici. Mais Africa News nous apprend ce matin qu'avec 5279 nouvelles contaminations au coronavirus, le continent vient d'enregistrer sa plus forte hausse d'infection en 24 heures depuis le début de l'épidémie en Égypte à la mi-février. Les statistiques exactes à ce jour font état de 124 733 cas confirmés. 3 700 décès, 51 059 guérisons, 69 974 malades hospitalisés dans 54 pays. Avec près de 26 000 cas et plus de 500 morts, l'Afrique du Sud reste toujours le pays le plus touché du continent. Pourtant, la nation arc-en-ciel se prépare à un déconfinement partiel prévu le 1er juin. La liste des malades du Covid-19 ne cesse de s'allonger chez nous également au Sénégal. 95 nouvelles contaminations selon le dernier bilan du ministère de la Santé publié ce matin. 1622 personnes sont actuellement sous traitement sur les 3348 cas positifs déclarés depuis l'apparition de la maladie le 2 mars dernier. En Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria qui est le plus touché avec 8733 cas positifs. En Europe, la France va entamer aujourd'hui la deuxième phase de son déconfinement. Le Premier ministre Édouard Philippe tient une conférence de presse à 15h pour dévoiler les détails de cette phase 2. Le nombre de personnes hospitalisées pour une infection au Covid-19 continue à baisser légèrement en France, selon le journal Le Monde.
À 12h32, un mot de sport, c'est encore l'une des conséquences de la pandémie de Covid-19. La Fédération sénégalaise de basket a décidé hier d'arrêter définitivement la saison. Cette décision est bien accueillie par les dirigeants de clubs. Toutefois, ils souhaitent un accompagnement financier. Sodatiam. Une décision inédite pour le basketball sénégalais, mais bien accueillie par les clubs de D1 et D2. Pour le secrétaire général de Saint-Louis Basket Club, c'était inévitable avec cette pandémie. Mansour Diagne. Compte tenu également des difficultés pour pouvoir regrouper les joueurs, notamment par rapport à les entraînements. Et dans ce cadre-là, le Saint-Louis Basket Club est effectivement en phase avec la décision de la Fédération sénégalaise de basket. Seulement, le Saint-Louis Basket Club voudrait effectivement que dans le cadre de la mise en place des mesures d'accompagnement de l'arrêt de ces compétitions. Du côté de l'AS Ville de Dakar, le président dit avoir dépensé beaucoup d'argent pour le début du championnat. Alors, il se soumet à la décision, mais attend en retour que la fédération apporte une aide financière au club. Yatma Diaw. Notre idéal était qu'on puisse suspendre jusqu'au juillet-août pour pouvoir continuer la saison. Donc, on comprend un peu cette décision, mais cette décision doit avoir des mesures d'accompagnement quand même. Mais des clubs de D2 tels Copor était en préparation, nous dit son président Bekaïba. En D2, on n'a pas encore eu à démarrer notre saison, mais on avait un objectif cette année, donc on a pris les dispositions idoines. La fédération devrait prendre ça en compte. En dehors de l'aide financière, les clubs attendent d'être édifiés sur certaines questions administratives. Maintenant, sur le plan administratif, quelle sera la conséquence de cette annulation de cette saison? Est-ce que ces joueurs-là vont continuer à être qualifiés dans ces clubs-là? Donc, est-ce qu'on aura la possibilité aussi de recruter d'autres joueurs pour la saison prochaine? La fédération aussi puisse donner la possibilité, en tout cas au club, de pouvoir donc recruter en début de saison prochaine. Le démarrage de la prochaine saison 2020-2021 est prévu pour le 7 novembre 2020. RFM, la presse du jour. La presse de ce jeudi 28 mai, lui, est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Non, le Sénégal n'abandonne pas le traitement à l'hydroxychloroquine qui va se poursuivre, dixit le professeur Seydi et son équipe. La raison soutient-il au Sénégal qu'en décennies liées à cette molécule, notre pays ne change pas de protocole, signale le journal Le Quotidien. Un chef de protocole Seydi tient solidement les manettes. Mais Vox Populi informe que le Sénégal n'est pas esselé dans la défiance. Le Maroc et l'Algérie ou encore l'Afrique de manière générale désavouent l'OMS, chiffres à l'appui. Et si l'OMS agissait au profit de firmes pharmaceutiques au détriment des malades africains, se demande d'ailleurs le confrère, qui note que l'OMS joue un ton que les malades n'ont pas. Le confrère ne croyait pas si bien dire, car comme le constate Tribune, dans son actu Corona du jour, on passe de 18 à 20 cas graves et sur 961 tests réalisés hier, 92 sont revenus positifs. Le journal là soutient que le personnel de santé est submergé. Dans sa livraison du jour, l'Observateur note un décès et 5 contaminés au sein du personnel de l'Institut Pasteur de Dakar. La psychose gagne les employés du laboratoire des références dans le test coronavirus. Enquête note que le ministre des Finances est en quarantaine, reçu par Aliou Sall, contrôlé positif. Les autorités sanitaires ont jugé nécessaire d'isoler Abdoulaye Daouda Diallo, signale le journal Enquête. Le coronavirus et la psychose qui l'entraîne, les populations qui empêchent un enterrement Covid-19, constate le journal Tribune. Bilan, 4 individus blessés et 3 véhicules caillassés. Cela s'est passé à Diamaguène, Sicap Mbao. Diamaguène est conduit le cortège funèbre à coups de gourdin, écrit le journal L'As, lequel confrère se demande si on est encore au pays de la Teranga ou au pays de Ndoumbelane. Des grincements de dents dans les rangs des policiers déployés pour le couvre-feu. Le journal Tribune en reparle ce matin. C'est parce qu'ils jugent maigre leur prime, 7100 francs CFA pour les 40 jours. Puis des commissariats auraient reçu 400 000 francs CFA en tout et pour tout. Membre de la plateforme Avenir Bignobok, Fatou Blondin Diop crie au scandale et qualifie cela d'aumône. Le journal Les Échos note en tout cas que les policiers sont terriblement dessus car chacun devrait recevoir au moins 2000 francs CFA jour. Soucis économiques, non-respect des gestes barrières, flambée des cas positifs, grincement de dents chez les policiers. Faut-il lever d'ailleurs le couvre-feu, se demande l'Observateur. Selon en tout cas l'économiste
Maïssa Babou, il n'y a plus lieu de fermer l'activité économique. Malgré l'avis des médecins, le président de la République doit comprendre que les Sénégalais se meurent à petit feu, avertit-il. Imposer les masques, laisser circuler et tendre vers une immunité collective. Oui, à la levée du couvre-feu, mais pas de soirée dans les boîtes de nuit. Nous y sommes dans les soirées touriques de Dakar avec la sulfureuse Rangou. Depuis hier, Rangouzé se danse à la division des investigations criminelles. Rangou et sa clique ferrée par la DIC lors d'un Yendou Party dans un hôtel Angor, informe Vox Populi. Les jeunes du sextape de la Corité arrêtés aussi. Des gamins ont filmé et partagé sur les réseaux sociaux leur jeu sexuel dans un appartement de la cité Mixta. À la une du journal Enquête, la pollution de l'air à Dakar et Covid-19, cohabitation à haut risque, Bichon Enquête. Mon confrère note que le port de masque s'impose à tous. À Dakar, il devrait être systématique à cause de la qualité de l'air. 3 véhicules sur 5 roulent dans la capitale et sur ces 375 000 immatriculés, 56% ont plus de 16 ans. Les Dakarois sont exposés à des cancers broncho-pulmonaires, avertit Yassine Dia, une pneumologue. Sport pour boucler à la une du journal Record. Sada Thioub, attaquant d'Angers, il dit « Je dois être plus décisif ». Malgré 23 matchs cette saison avec Angers, son club de la Ligue 1 française, Sada, souvent crédité de bonnes prestations, n'affiche qu'un seul but et 2 passes décisives. Compteur, relève mon confrère. Dans le journal Les Échos, Baba Tandian descend encore le président de la Fédération sénégalaise de basketball. Maître Babacar Ndiaye nous a roulé dans la farine, dit-il. J'étais piégé. Maître Ndiaye a montré qu'il n'est pas un homme d'honneur. C'est fini, nous ne sommes plus dans la négociation, avertit encore Baba Tandian. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? 12h39, bienvenue à Point de vue. Nous nous intéressons aujourd'hui à la question des licences de pêche à accorder aux bateaux étrangers. Ceci à la lumière du bras de fer qui oppose le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime d'une part et le groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal, GAIPES, d'autre part. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Moussa Mbeng, secrétaire exécutif de l'association ouest africaine de la pêche artisanale. Bonjour M. Mbeng. Bonjour monsieur. Nous sommes également avec M. Mamadou Diop Tchoun, expert en pêche, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Bonjour, M. Tchoun. Bonjour. Alors, je commence avec vous, à tous les deux d'ailleurs, je vous pose la même question, mais d'abord à vous, M. Tchoun. Pouvez-vous nous expliquer l'enjeu des licences de pêche qu'on accorde de temps en temps à des bateaux étrangers et pourquoi cette année encore ces sujets à polémique? Pourquoi le fait d'accorder des licences à des bateaux de pêche étrangers, notamment chinois, a suscité cette levée de bouclier d'après vous? L'enjeu est capital et financier, l'enjeu est sécuritaire, l'enjeu il est aussi environnemental. Vous savez actuellement la menace qui pèse sur ces ressources, c'est que nous n'avons pas pu évaluer depuis quelques années l'état des stocks. Et les dernières évaluations des institutions internationales nous demandent aujourd'hui d'arriver à une approche de prudence parce que la menace, elle est là et elle est pertinente et que nous sommes en train de constater un effondrement des stocks. Donc à ce niveau, le Sénégal doit respecter les engagements internationaux sur la souveraineté alimentaire, l'origine de l'éthique, mais doit préserver aussi la ressource à des fins de conservation, à des fins de gestion durable. Donc voilà ce qui se passe. Mais le débat aujourd'hui, il est biaisé. Le débat est biaisé parce qu'on fait un débat GAIPES-État, comme si la mer était privatisée, comme si la mer appartenait à un GAIPES ou qui n'a pas payé ses rentes. On reviendra tout à l'heure sur justement ce débat, cette polémique. Mais avant cela, M. Moussa Mbeng, secrétaire exécutif de l'Association ouest-africaine de la pêche artisanale, quelle est votre lecture, vous, de ce problème des licences de pêche accordées aux bateaux étrangers en sus de ce qu'a dit M. Tchoun tout à l'heure, l'enjeu financier, notamment l'enjeu sécuritaire et l'enjeu environnemental? Je vous remercie, monsieur. Vous savez que cette question de licence de pêche, qui est objet de polémique et qui est en train de polluer l'atmosphère du secteur des pêches et de l'économie maritime, nous préoccupe à plus d'un titre
notamment en ma qualité d'ONG d'appui d'accompagnement à la pêche artisanale. Nous savons que les licences de pêche, c'est des autorisations d'accès aux ressources halieutiques que l'État accorde, n'est-ce pas, à des navires nationaux ou dans le cadre de coopération bilatérale par voie d'accord de pêche. Mais notre problème aujourd'hui, c'est que tous les résultats des recherches scientifiques du Centre de recherche océanographique de Dakar Thiaroye et même du COPAS confirment effectivement que les ressources halieutiques, notamment les pélagiques côtières et les démersales côtières, sont surexploitées. Et la recommandation forte qui est issue de tous ces résultats-là, c'est que l'état de ces ressources ne peut plus supporter un accroissement de l'effort. Et de nouvelles licences de pêche qui cibleraient, n'est-ce pas, ces pélagiques côtières et ces démersales côtières qui sont surexploitées. Notamment les sardinelles, le fameux yaboy. Les Saint-Charles, les crevettes, tout ça, c'est des espèces surexploitées. Et que ce qui est inquiétant, c'est qu'évidemment, sur la liste des navires dont majoritairement sont des Chinois pour lesquels des promesses de licence sont demandées, moi j'ai dénombré environ 10 navires qui ciblent des espèces pélagiques côtières. Il y en a au moins 36 qui ciblent des démersales profondes avec option merlue. Les chalutiers notamment. C'est des chalutiers et dont la majeure partie de ces chalutiers, c'est la vérité, c'est des Chinois qui ont une longueur de 40 mètres de long, une largeur de 7 mètres et qui sont de véritables mastodontes et qui ont une capacité de nuisance terrible. Alors, M. Mbeng, arrêtons-nous sur l'évaluation justement des ressources. Vous avez évoqué le travail que devait faire, semble-t-il, ça fait des années qu'on n'a pas une évaluation mise à jour par le Centre de recherche océanographique de Dakar Thiaroye et le fameux COPAS, qui est une organisation un peu plus internationale. Mais est-ce que vous avez une idée aujourd'hui des stocks disponibles dans les eaux territoriales et dans la zone d'exclusion économique des eaux sénégalaises? Je voudrais vous dire que, en tout cas, à ma connaissance, on ne peut pas donner avec précision aujourd'hui l'état des stocks, n'est-ce pas, disponibles dans la zone économique exclusive, d'autant plus que vous-même, vous l'avez bien dit, il y a juste moins d'une année, nous avions, au niveau de l'ADEPA, organisé une grande conférence nationale sur la transparence dans la gestion des petits pélagiques. L'occasion a été donnée au Centre de recherche océanographique qui a confirmé effectivement que depuis presque 10 ans, des évaluations n'ont pas été faites. Alors, pour être clair, on ne sait pas combien de poissons, de crustacés, de mollusques, etc. qu'on a dans nos eaux, c'est-à-dire dans la zone de 2000 nautiques à partir de la ligne de base d'où on calcule justement la zone d'exclusion économique. L'irrégularité et le défaut de fiabilité des résultats de la recherche et des statistiques, c'est une réalité. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je ne le connais pas, d'autant plus que les évaluations ne se font pas régulièrement. Le COROD l'a confirmé. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que les résultats de la recherche, aussi bien du COROD que du COPA, sont formels. Les espèces pélagiques côtières et les espèces démersales côtières sont surexploitées et la gestion de la prudence voudrait qu'on n'accorde pas, n'est-ce pas, de nouvelles licences de pêche qui contribueraient à accroître la capacité de pêche sur ces espèces surexploitées. Oui, mais et l'autre approche, c'est-à-dire ne sachant pas quel est le niveau des ressources, est-ce qu'on peut dire que l'attribution de licences de pêche à des bateaux étrangers contribue justement à piller nos ressources, puisqu'on ne connaît même pas le niveau de ces ressources-là? Mais effectivement, parce que vous savez, même si on ne connaît pas, même si aujourd'hui il est difficile de dire avec exactitude, n'est-ce pas, la biomasse, ce qu'on appelle la biomasse, mais il y a des potentiels de capture qui ont été évalués. Aujourd'hui, ce qui est clair et net, les indices d'abondance montrent évidemment que certains stocks sont surexploités ou pleinement exploités et que la recommandation, je vous l'ai dit, qui est ressortie de ces rapports, dit de façon très claire, il faut réduire l'effort. Donc, pour nous, l'un de ces indices, d'ailleurs, c'est... Et puis, je voudrais dire, monsieur, dans l'absence même de statistiques et de résultats fiables, c'est la règle de la précaution. Principe de précaution et de prudence, absolument, tout à fait. Absolument. Et alors, pour nous, pour toutes ces raisons, il n'est pas possible, je trouve inacceptable que l'on accroisse une capacité de l'effort de pêche à travers une éventuelle attribution de licence de pêche qui ciblerait des stocks surexploités. Les sardinelles, les pélagiques côtières sont surexploités.
les démersales côtières sont surexploitées. Et ceci, c'est indéniable et personne ne peut nous prouver le contraire. Très bien. Merci à vous, Moussa Mbeng, secrétaire exécutif de l'Association ouest-africaine de la pêche artisanale. J'allais ajouter que l'un des indices, c'est la disponibilité des poissons sur les étals. Ces derniers temps, avec le repos biologique forcé qui nous a été imposé par le Covid-19, il semble que certaines espèces qui étaient surexploitées sont réapparues, non seulement sur les étals, mais aussi dans notre fameux Tchéboudienne national. Mamadou Diop Thioune, vous évoquiez tout à l'heure justement la polémique entre le GAIPES et le ministère de la pêche et de l'économie maritime. Ce n'est pas la première fois. Dans les années 2000, avec Khoureyssi Thiam comme ministre de la pêche à l'époque et de l'économie maritime d'ailleurs, le GAIPES avait eu le même problème, avait évoqué les mêmes arguments, le ministère avait répondu avec les mêmes arguments. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette polémique d'après vous? Je vous dis que le débat, il est biaisé. Parce que le GAIPES n'est pas un décideur, c'est un demandeur. Et la mer n'est pas privatisée, elle n'appartient pas au GAIPES. Le GAIPES, c'est un armateur qui est dans le segment de la pêche industrielle. Nous représentons le segment de la pêche artisanale. Nous sommes contestants comme c'est le dialogue au niveau de l'OIT pour préserver les emplois, pérenniser aussi la ressource et arriver à ce qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas un déficit de sceptique de pêche et un soutien à la recherche halieutique, qu'on puisse maintenant agir dans une durabilité de cette exploitation. Alors, si aujourd'hui le GAIPES accède à des licences, c'est parce que l'État lui a accordé ces licences. Et aujourd'hui, le ministère n'est pas victime de GAIPES, parce que le ministère renforce le GAIPES dans toutes ses demandes et lui octroie des licences, et le GAIPES est tenu de respecter aujourd'hui ses engagements et le cahier de charges qui régit aujourd'hui le problème de la délivrance et l'exploitation de ces licences. Alors, soyons clairs, dans ce bras de fer, vous n'êtes pas du tout du côté de GAIPES, on l'a compris, hein? Nous ne sommes pas. Pour ne pas dire que vous êtes du côté du ministère. Voilà, donc vous êtes neutre dans cette... Nous sommes des défendeurs de notre segment de la pêche artisanale, en toute autonomie organisationnelle, fonctionnelle et financière. Mais justement, parlez-nous... de l'État. Oui, parlez-nous de l'impact justement de ces licences de pêche accordées à des bateaux industriels sur la pêche artisanale. Comment vos mandants ressentent-ils cette surexploitation déclarée des ressources halieutiques du Sénégal? Il faut qu'il y ait un paradoxe. On a dit que nous sommes en train de faire limiter l'effort de pêche. On a financé des investissements pour l'aménagement des pêcheries. On a financé aujourd'hui la congestion. Comment aujourd'hui, dans un cadre de déficit de ressources, on peut accorder des licences sans un avis scientifique? Les institutions financières internationales de recherche ont confirmé le répondrement des gestions à tous les niveaux, surtout que le pélagique. Aujourd'hui, nous dépendons d'une forte présence de pélagique pour la sécurité alimentaire. Ne nous trompons pas, s'il n'y a pas le Covid, tous ces produits qu'on voit dans les quais de pêche seraient expédiés en Europe. Parce que les gens ils sont là pour le profit et le profit n'a pas plus de valeur que nos vies. Il nous reste 30 secondes. Quelle est votre recommandation par rapport justement à la procédure, au processus en cours? Il faut respecter le code de la pêche, mais il faut respecter aujourd'hui les engagements internationaux sur la durabilité des espèces à préserver pour les populations. Parce que les profits n'ont pas plus de valeur. Donc l'État n'a qu'à se ressaisir et assainir son milieu, assainir aujourd'hui son administration pour que la transparence règne et qu'il y ait une durabilité de pêche, en tout cas au profit de toute la population sénégalaise. Donc ne pas accorder les licences de pêche pour l'instant? Non aux licences, non au renouvellement des licences, non à l'attribution de nouvelles licences. Le maintien des stocks pour la consommation est une priorité pour la pêche artisanale. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Mamadou Diop Thioune, expert en pêche et membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Et mes remerciements renouvelés à M. Moussa Mbeng, secrétaire exécutif de l'Association ouest-africaine de la pêche artisanale. À tous les deux, merci d'avoir participé à ce point de vue. À 12h50, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye à 13h pour la principale édition de la mi-journée en Wolof. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments avec les programmes de la radio Futur Média. Tout de suite, Allô Présidence. Très bon après-midi. Au revoir.